Il y a des gens qui pleurent aux enterrements sans y penser. Des gens qui rient à une blague nulle. Des gens qui ressentent quelque chose rien qu'en regardant tomber la pluie. Liteux, lui, ne ressent rien. Absolument rien. Pas de tristesse, pas de joie, pas de colère. Les médecins ont tout vérifié. Il n'est pas sociopathe. Il n'est pas brisé. Il est juste vide. Alors il a passé des années à chercher, à provoquer, à tester les limites, jusqu'au jour où un vieux inconnu dans un train lui a tout changé, en quelques minutes, sans explication, avant de disparaître comme s'il n'avait jamais existé. Ce que cet homme lui a laissé va transformer Liteux en quelque chose que personne n'a jamais vu. Acte 1. L'homme vide. Liteux est assis dans un parc. Il regarde les gens autour de lui. Un enfant tombe. Sa mère court vers lui. L'enfant pleure. La mère console. Teux observe. Il comprend ce qu'il voit. Mais il ne ressent rien. Ce n'est pas nouveau. Il a essayé tout ce qu'il pouvait imaginer pour provoquer quelque chose en lui. Des films tristes, des montagnes russes, des altercations inutiles. Rien. C'est dans cet état qu'un vieil homme s'approche de lui et lui explique qu'il a perdu son portefeuille. Son téléphone était dedans. Il doit absolument prendre un train pour Séoul. Il y a un mariage. Sans argent, il ne peut pas partir. L'homme commence à pleurer. Teux le regarde pleurer. Il analyse la situation comme une équation. Il va lui aussi à Séoul. Il peut acheter un billet supplémentaire. Il le fait. Pas par émotion, par logique. Acte 2. Le train. Dans le train, Teux réfléchit. Il se demande ce que ça ferait d'emprunter de l'argent à un usurier, juste pour voir si la peur de la dette pourrait réveiller quelque chose en lui. À ce moment précis, le vieil homme assis à côté de lui répond à sa pensée, comme si Teux avait parlé à voix haute. Mais il n'a rien dit. Teux fronce les sourcils. Le vieux lui prend la main, examine sa paume en silence, puis lève les yeux. Souris plus souvent. Le reste viendra naturellement. Teux pense, je ne souris que si quelque chose est vraiment drôle. Le vieux répond à cette pensée aussi. Un sourire ne vient pas d'une raison, il vient d'une décision. Teux essaie. Il ne peut pas. Le muscle ne répond pas. Alors le vieux fait une grimace absurde, le genre de tête qu'on fait pour amuser un enfant de 3 ans, et quelque chose se fissure dans la poitrine de Teux, un son sort, un petit rire, discret, involontaire. Le vieux sourit. Retiens bien cette expression, elle te servira. Teux veut demander pourquoi. Mais ses yeux se ferment seuls. Le sommeil l'emporte. Acte 3. Le réveil. Il se réveille. Le chauffeur l'informe qu'ils sont arrivés à Séoul. Teux cherche le vieux des yeux. Le siège à côté est vide. Il l'était depuis le départ, selon le chauffeur. Sur le siège, une liasse de billets. Personne autour ne peut expliquer d'où elle vient. Teux descend du train, l'argent dans la main, perdu dans ses pensées. C'est alors qu'une annonce retentit derrière lui. Une cérémonie de remise de prix. Un acteur, Dae Kwang, vient de décrocher le prix du meilleur acteur de l'année. La foule explose de joie. L'acteur monte sur scène et parle des échecs, des occasions ratées, des nuits à douter. Et là, quelque chose d'étrange se produit. Teux repense à la grimace du vieux. Il l'imite, juste comme ça, pour tester. Et il voit quelque chose, une sorte d'aura, une lueur qui flotte autour de l'acteur. Il ne comprend pas ce que c'est, mais il se souvient du geste que le vieux lui a montré. Inspiré par la main droite, expiré par la gauche. Il suit les instructions. Et une vague d'émotion s'abat sur lui comme un mur d'eau. Il pleure. Pour la première fois de sa vie. Sur un trottoir de Séoul, devant des inconnus qui le dévisagent, Liteux pleure sans pouvoir s'arrêter. Et il réalise à quel point c'est libérateur. Acte 4. Les auras, 3 jours plus tard. Salle de bain. Miroir. Teux absorbe une aura jaune flottante. Sa mâchoire se contracte. Il pointe son reflet avec une colère froide. Il absorbe une aura bleue. Sa posture s'adoucit immédiatement. Voix douce. Geste calme. Il absorbe une aura rose. Son expression se ferme. Agacement visible. Monologue irrité contre lui-même. Ce que le vieux lui a transmis, c'est la capacité d'absorber les émotions des autres. Ces auras, appelées wisps, sont des manifestations d'émotions humaines intenses. En les copiant, Teux peut les porter comme des masques, mais il y a des limites. Il ne peut stocker qu'une seule aura à la fois.
et il ne peut en capturer que depuis des diffusions en direct, pas des enregistrements. Peu importe. Pour la première fois depuis longtemps, Te a envie de sortir. Il se demande qui était vraiment ce vieux. Un maître taoïste sorti d'un roman de kung-fu? Il décide que ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que vivre est devenu intéressant. Acte 5. L'acteur loué. Le 10 octobre. Te a un contrat via une agence spécialisée, jouer le meilleur ami du marié lors d'un mariage. Le marié s'appelle Chun-sik. Il n'a pas de vrais amis à présenter. Alors il en a loué un. Avant la cérémonie, le responsable de l'agence donne une seule consigne. Ne pas surjouer. Te observe la salle. Calcule. Conclut que l'essentiel dans ce genre de mission, c'est de dégager la bonne énergie, celle d'un ami authentique. Il active une aura rouge dans sa paume. À ce moment-là, l'oncle de Chun-sik est en train de le réprimander à voix basse. Il a découvert que son neveu avait engagé un acteur. Humiliant, inutile, arnaque. Te arrive, appelle Chun-sik par son prénom avec l'énergie de quelqu'un qui n'a pas vu son meilleur ami depuis 2 ans. Chun-sik est paralysé. La mère de Chun-sik surgit. Te la salue avec un naturel désarmant et invente une histoire cohérente en quelques secondes. Il glisse un regard à Chun-sik, reste calme. L'oncle revient. Te attend le désastre. L'oncle regarde son neveu et lui demande pourquoi il fixe son ami de cette façon bizarre. Chun-sik lui-même commence à se demander s'il a vraiment déjà rencontré Te quelque part. Acte 6. Le discours. La cérémonie avance. Le présentateur commence les témoignages. Il demande si quelqu'un du côté du marié souhaite partager un souvenir. Chun-sik est en panique totale. Te lève la main et s'avance. Il parle du club de voyage à l'université, celui où ils ne voyageaient jamais et buvaient du soju ensemble. Il décrit Chun-sik comme quelqu'un de discret, travailleur à sa façon, apprécié de tous. Il dit que grâce à lui, sa vie a changé et quelque chose de fou se produit. Chun-sik commence à y croire. Des souvenirs qu'il n'a jamais vécus remontent à la surface. Des soirées, des amis, une jeunesse qu'il pensait avoir passée seul. Il réalise pour la première fois qu'il a peut-être eu une vraie vie après tout. Quand Te conclut en le félicitant pour son mariage, Chun-sik éclate en larmes. Les 2 hommes s'étreignent. Acte 7. La sortie et la rencontre. Après la cérémonie, alors que Te mange tranquillement, Chun-sik vient le voir et lui parle comme à un ami qu'il retrouve après des années. Te l'interrompt doucement. Il s'excuse, franchement, sans détour. Il ne peut pas mentir en dehors d'un rôle. Il s'incline, félicite sincèrement le couple et part rapidement avant que la culpabilité ne l'écrase. Derrière lui, Chun-sik s'effondre littéralement. À la sortie, quelqu'un pose une main sur l'épaule de Te. C'est l'oncle. Il lui demande si tout ce qu'il a fait était entièrement improvisé. L'oncle, Kwak Ino, est une légende de l'industrie. Scénariste de drames primés, célèbre pour son œil de faucon capable d'identifier un faux acteur en 3 secondes. Les directeurs de casting le craignent, et lui, pendant tout le mariage, il a failli y croire. Il regarde Te dans les yeux et lui pose une question simple. « Tu es signé dans quelle agence ?» Te ne comprend pas la moitié des termes qu'il utilise. Ino comprend alors qu'il n'est ni acteur ni étudiant en théâtre. Il est lycéen, sans emploi, sans formation. Ino lui tend son numéro de téléphone. Il prépare un nouveau drame. Il veut Te dedans. Te accepte, puis s'excuse précipitamment. Il a trop mangé et son estomac le rappelle à l'ordre. Il part en courant, la main d'Ino dans sa poche, sans comprendre exactement ce qui vient de se passer. Une notification de l'agence arrive sur son téléphone. Un client a déposé une plainte. Il est remercié, payé, mais remercié. Te lit le message. Il ne ressent rien de particulier. Mais pour la première fois depuis longtemps, ce vide ne l'inquiète plus. Parce qu'il sait maintenant que les émotions existent quelque part, dans les auras des autres, dans les grimaces d'un vieux disparu, dans les larmes d'un marié qui croyait avoir un ami, et il commence tout juste à apprendre comment les porter.